11 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Démarrage aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Et le Chili soutiendra l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour de justice internationale. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur, le président de l'institution parlementaire d'Ileta, Mohamed Ileta, a convié aujourd'hui collègues dirigeants des organes internes du Parlement à la traditionnelle assise de la conférence des présidents. Outre la présence du Premier ministre par intérim et ministre de la Justice, l'auditoire était composé pour l'institution parlementaire des vice-présidents, des présidents de groupes parlementaires, des présidents de commissions permanentes, ainsi que de rapporteurs généraux et secrétaire général de l'Assemblée. 12 projets de loi ont été donc examinés lors de cette réunion et à l'issue des concertations et de l'examen à l'ordre du jour, la conférence des présidents a fixé la nature de du calendrier des prochaines activités législatives. Il a été décidé que la date limite pour délibérer et soumettre au vote des différents textes en cours de procédure législative est désormais établie. La première séance publique aura lieu le 13 juin prochain, veille de la Eid al-Fitr, et la dernière semaine, avant ou après la commémoration des festivités du 27 juin, sera principalement dédiée à l'examen final des projets de loi déjà étudiés en commission. Ainsi, la dernière séance publique de la première session ordinaire de l'année 2024. Sous le patronage du Premier ministre par intérim et ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement du projet Ashberg sur la mise en place du statut. L'événement est organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Après la présentation des motifs, la lecture de Saint-Coran, la cérémonie a pu débuter devant une salle comble et le représentant régional de l'UNESCO s'est félicité durant son intervention du lancement de ce projet visant à rehausser l'éthique et garantir les droits de l'artiste dont les talents ont permis de perpétuer les valeurs culturelles et les savoir-faire pratiques. Le diplomate onusien se dit honoré que ce projet puisse démarrer aujourd'hui avec l'appui et la mobilisation du ministère de la Jeunesse et de la Culture, affichant au passage sa confiance quant à l'atteinte des objectifs du dit projet. C'est pour moi un grand plaisir d'intervenir au nom de l'UNESCO et de participer au lancement de cet important projet à Djibouti, soutenu par le programme UNESCO Ashberg pour les artistes et les professionnels de la culture. Tout d'abord, je aimerais féliciter le ministre de la Jeunesse et de la Culture pour ses efforts et son engagement dans la promotion du riche patrimoine de Djibouti et d'un écosystème culturel dynamique, avec un accent particulier sur la jeunesse. Djibouti est l'un des 24 bénéficiaires du deuxième appel UNESCO Ashberg qui a été lancé en 2022. Le programme UNESCO Ashberg
a été les conceptualiser la même année afin de devenir le bras opérationnel de l'UNESCO pour soutenir les États membres dans la conception de réformes ou de nouvelles cadres réglementaires pour protéger et promouvoir la liberté artistique, y compris les droits socio-économiques des artistes, des professionnels de la culture. Et suivons à présent l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine. Nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle ère prometteuse pour Djibouti. En février 2022, lors de la Semaine nationale de l'artiste et de la langue maternelle, nous avons réalisé une analyse approfondie de l'état de lieu des artistes djiboutiens. Cette étude visait à aligner la République de Djibouti avec la recommandation de l'UNESCO d'octobre 1980 relative à la condition de l'artiste. Cette recommandation, examinée tous les 2 ans par l'Assemblée générale de l'UNESCO, incite les États membres à améliorer la situation professionnelle, sociale et économique des artistes à travers des politiques touchant à la formation, la sécurité sociale, l'emploi et la fiscalité, notamment pour les artistes indépendants. En 2023, suite à l'annonce de l'UNESCO d'un investissement destiné à financer des projets soutenant l'expression artistique dans plus de 25 pays, Djibouti, par le biais du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a saisi cette opportunité. Nous avons été sélectionnés par l'appel à projet, soutien aux initiatives de protection et promotion de la liberté artistique, y compris du statut de l'artiste. Djibouti, à l'instar de 24 autres pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, bénéficie désormais d'une assistance technique pour élaborer des lois, réglementations et politiques en faveur des artistes, visant à garantir une rémunération décente et à améliorer le statut des artistes et professionnels de la culture. Le programme UNESCO HBER, fondé en 1956 et repensé en 2017, soutient la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et de son côté, le Premier ministre par intérim et ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a mis en exergue que le lancement de ce projet marquait une étape significative dans les perspectives de la promotion culturelle et du développement de l'art en République de Djibouti. C'est avec joie que j'ai l'honneur de parrainer aujourd'hui cet événement qui marquera sans aucun doute l'histoire des arts et de la culture de Djibouti. En effet, ce projet de l'UNESCO HBER marque une étape significative et illustre l'engagement de Djibouti à valoriser ces artistes par la mise en place d'un texte spécifique à leurs conditions socio-professionnelles et économiques. Les artistes étant la source nourricière de notre culture et héritage culturel se retrouvent renforcés de manière continue grâce à leur génie créatrice. Le contexte historique riche et diversifié de notre pays fournit une toile de fond unique pour l'initiative UNESCO HBER, soulignant son importance pour la préservation des arts et de la culture et de la valorisation de nos artistes par la mise en œuvre des recommandations de 1980 pour les artistes. Les objectifs du projet alignés sur les priorités nationales visent à renforcer les capacités des artistes et les créateurs à développer l'éducation culturelle des jeunes et à promouvoir la diversité des expressions culturelles. C'est pourquoi j'exhorte l'ensemble de mes collègues à travailler de concert avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, afin de fournir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux et offrir ainsi à l'artiste djiboutien un meilleur statut et des conditions de vie améliorées, car cette donnée est avant tout l'ambassadeur de l'image du pays.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a participé hier à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Corée-Afrique qui s'est tenu à Séoul, la capitale sud-coréenne. Les ministres des Affaires étrangères ont examiné en particulier le projet de l'ordre du jour du sommet Corée-Afrique ainsi que le projet de déclaration finale qui sera adopté 4 juin. En marge de la réunion, le chef de la diplomatie djiboutienne a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues afin de passer en revue les questions d'intérêt commun. Les premières épreuves écrites du baccalauréat session 2024 ont débuté aujourd'hui dans toutes les séries d'enseignement général, professionnel et en arabe. Elles se poursuivront tout au long de la semaine. Plus de 9150 candidats sont inscrits au baccalauréat 2024 et parmi les candidats, on note une forte présence des candidats issus des séries générales avec 7014 inscrits. Les séries techniques et professionnelles comptabilisent quant à elles 1656 candidats tandis que 391 élèves se présentent au baccalauréat arabe. Il est à noter que 89 des élèves réfugiés participent également aux épreuves. Les examens se sont déroulés dans 26 centres repartis sur l'ensemble du territoire national. À Djibouti-Ville, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental ainsi que les lycées de la capitale, le lycée d'État, le lycée Gabod, le lycée Rodani Balbala, les centres sectoriels de formation aux métiers ont accueilli les épreuves du baccalauréat. Et dans les régions, le baccalauréat s'est déroulé dans les différents lycées des chefs-lieux et de localités reculées telles que Holhol, Ali Adé, Adailou ou encore Randa. Une avancée majeure de cette session 2024 est que pour la première fois, on enregistre la participation historique des élèves malvoyants aux épreuves anticipées du bac. Cette initiative témoigne de l'engagement du ministère de l'Éducation nationale à rendre le système éducatif plus inclusif et accessible à tous. Elle montre également l'évolution positive du système éducatif djiboutien et ouvre la voie à un avenir où tous les élèves, quel que soit leur handicap, pourront pleinement s'épanouir et développer leur plein potentiel. Ce matin, les sujets d'examen ont été transportés sous haute escorte par la gendarmerie qui a assuré la sécurité et la confidentialité des enveloppes scellées remises au chef de centre d'examen. Et quant au dispositif organisationnel devenu une tradition pour le MENFOP, comme à l'accoutumée, il a mobilisé des moyens considérables pour assurer le bon déroulement des épreuves. Les enseignants et le personnel administratif ont uni leurs forces pour assurer la surveillance, le secrétariat et la logistique, garantissant ainsi le bon fonctionnement des centres d'examen. Le ministère de l'Éducation nationale salue le professionnalisme des personnels impliqués dans la surveillance et le secrétariat du baccalauréat. Leur dévouement et leur engagement permettent de garantir les conditions d'examen optimales pour tous les candidats. Et à l'occasion du premier jour des épreuves du baccalauréat général, du baccalauréat professionnel et baccalauréat arabe, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué ce matin une tournée dans plusieurs centres d'examen pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Et lors de cette visite, le ministre a tenu des entretiens avec les chefs de centre ainsi que les membres du secrétariat d'examen. Il a fermement exhorté les différents responsables à veiller à la rigueur et à l'organisation durant cette période cruciale. En outre, le ministre a rappelé l'interdiction stricte du port du téléphone portable dans les salles d'examen, conformément à la note de service sur les examens, afin d'assurer une équité et une concentration optimale pour tous les candidats. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la mise en place d'une infirmerie dans chaque centre d'examen pour prendre en charge les candidats susceptibles de faire des malaises, montrant ainsi l'engagement du ministère à garantir le bien-être des élèves pendant cette période stressante. Enfin, le ministre a souligné les mesures spécifiques prises pour soutenir les candidats venant de localités éloignées comme Damerjog. Et le ministère assure leur transport et leur repas, facilitant ainsi leur accès au centre d'examen et leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs épreuves. Cette tournée du ministre de l'Éducation réaffirme encore une fois l'engagement du gouvernement à garantir des conditions d'examen optimales et équitables pour tous les candidats. Toujours en nouvelles du pays, c'est dans le cadre du projet intitulé « Promouvoir la résilience des femmes et de leur communauté dans la lutte contre la violence basée sur le genre » financé par le Fonds japonais pour le développement social à travers la banque qu'aujourd'hui s'est tenu au prestigieux hôtel Kempinski l'atelier de démarrage des activités du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face à la violence basée sur le genre. Présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, ce programme d'appui nommé VBG est un projet
émanant d'une collaboration de l'État djiboutien représenté par le ministère de la Femme et de la Famille avec l'ambassade du Japon, la Banque mondiale et l'UNFD. Un partenariat qui va consolider la capacité des victimes de violences à se révéler des épreuves, à se reconstruire après les blessures, à retrouver leur confiance et s'épanouir dans leur vie. C'est le premier projet d'envergure qui s'adresse aux survivantes en leur fournissant un soutien holistique et en créant un environnement favorable à leur guérison et à leur autonomisation. Outre la ministre de la Femme et de la Famille, le chargé d'affaires du Japon, la représentante de la Banque mondiale, du PNUD, de l'USAID, ainsi que les différentes parties prenantes ont pris part à cette réunion. L'intitulé « Promotion de la condition de la femme et l'éducation des inégalités de genre ». L'égalité des genres est l'une des questions prioritaires du gouvernement du Japon. Depuis 2014, le Japon organise l'Assemblée mondiale des femmes pour présenter les engagements du Japon en faveur de la promotion des femmes et discuter des problèmes auxquels le Japon et le monde sont confrontés avec des participants du monde entier. Au nom de la Banque mondiale, nous remercions tout d'abord le Japon pour sa généreuse contribution par l'intermédiaire du Fonds japonais de développement social ayant permis d'élaborer ce projet et d'aboutir à un accord de financement entre la Banque mondiale et le gouvernement de Djibouti en 2023. Je remercie également, bien entendu, le ministère de la Femme et de la Famille pour les efforts ayant permis d'entamer aujourd'hui la phase déterminante de démarrage des activités de ce projet important. La Banque mondiale est pleinement mobilisée pour cet atelier de démarrage avec la visite de notre directrice sectorielle pour la durabilité sociale et l'inclusion pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Madame Senaït Assefa, qui est venue spécialement de Washington, de même que remercier également la chargée du projet, Madame Gina Khalidi, ainsi que d'autres membres de l'équipe et celle du secteur de l'éducation. Comme cela a été présenté par l'ONG Vivo, que nous remercions également pour une excellente présentation du projet et de leurs activités, ce projet est une démarche holistique qui vise à soutenir à la fois les activités de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre à travers plusieurs approches. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille. Le programme d'appui à la résilience au VGB est le premier projet d'envergure qui s'adresse aux survivantes en leur fournissant un soutien holistique et en créant un environnement favorable à leur guérison et à leur autonomisation. Ce programme s'appuiera sur une approche multisectorielle impliquant des acteurs centraux et régionaux, du ministère de la Femme, des structures centrales et régionales, de l'Union nationale des femmes djiboutiennes au niveau de la communauté et à travers les cadres de concertation qui ont été mis en place au niveau des différentes régions. Pour rester dans l'esprit du projet, nous développerons des actions clés qui s'attacheront donc à renforcer les capacités en fournissant des formations et des ressources aux acteurs locaux, dont les associations, les professionnels de santé, les forces de la gendarmerie et de la police, soutenir les victimes en consolidant les services de soutien qui leur en sont offerts et particulièrement les soins médicaux, l'assistance psychologique et le soutien juridique. Et enfin, renforcer les programmes de formation des victimes et variés afin de les aider à réussir à leur réinsertion sociale et à leur autonomisation économique. Ce programme vient à point nommé puisqu'il coïncide avec l'adoption dans les prochains jours du document stratégique de la politique nationale genre 2024-2030 et notre stratégie nationale de réponse aux violences basées sur le genre 2024-2028, qui sont deux documents stratégiques en cours de finalisation au niveau du ministère de la Femme et de la Famille. Bien des axes de programme que nous lançons aujourd'hui correspondent aux objectifs prioritaires de ces deux documents stratégiques. C'est aussi un heureux hasard que ce programme contribuera largement à la mise en œuvre du plan opérationnel, de la politique genre et de la stratégie.
En marge de la 77e Assemblée mondiale de la santé qui a débuté le 27 mai dernier à Genève en Suisse et sous le thème Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde, avec la participation de la République de Djibouti, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a participé au lancement des travaux de cette Assemblée qui s'est poursuivie jusqu'au 1er juin dernier. Cette année, l'Assemblée mondiale de la santé, qui est l'organe décisionnel de l'Organisation mondiale de la santé, a mis des priorités dans un cadre du contexte annuel, donc, et à savoir des urgences climatiques et de l'augmentation des cas de maladies non transmissibles dans le monde telles que l'hypertension ou encore l'obésité. Les discussions des pays membres de l'AMS porteront sur l'élimination des maladies comme la poliomyélite, la rougeole qui refont leur apparition, mais également durant ce sommet, les discussions porteront sur l'accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Dimanche 2 juin dernier, Abdelkader Hussein Omar a présenté à Sa Majesté le roi Abdallah II ibn al-Hussein ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti, non résident auprès du royaume hachémite de Jordanie. Durant cette audience, l'ambassadeur a transmis au souverain jordanien les chaleureuses salutations fraternelles du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'ambassadeur a loué l'excellence des relations de solidarité et de coopération qui unissent les deux pays. Il a également exprimé sa volonté, sa détermination à œuvrer davantage au renforcement de ces liens privilégiés existants entre nos deux pays. Une cérémonie de remise de certificats de fin de formation en faveur des personnels de la CAM s'est tenue à l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, et cette cérémonie, donc, cette formation a été financée par le FNUAP. Cette cérémonie de fin de formation a été présidée par le secrétaire général du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, et a vu la participation du conseiller principal du ministère de la Santé, du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration et le directeur général de l'UNAP et des responsables de la santé ainsi que des bénéficiaires de cette formation. Une formation qui a duré 3 mois et qui a également bénéficié donc à plusieurs fonctionnaires et donc travailleurs de l'État et un cadeau donc au directeur de l'ACAM. Et durant cette formation, il a été mis l'accent sur l'intérêt de cette formation qui vise à renforcer les compétences professionnelles aux employés de la CAM. Et cette cérémonie donc a pris fin avec la remise des certificats et une photo de famille. Exprimer ma profonde reconnaissance à la directrice administrative financière, Mme Khadra Ahmad Assoui, tous les formateurs, aux équipes pédagogiques et aux participants qui ont contribué au succès remarquable de ce projet. Votre engagement, votre dévouement, votre enthousiasme ont été les piliers de cette réussite collective. Afin d'assurer une transition fluide vers la mise en pratique des connaissances acquises, l'INAP a mis en place un programme de suivi post-formation d'une durée de 3 mois. Durant cette période, nous vous accompagnerons, évaluerons vos compétences, vos progrès et vous apporterons le soutien nécessaire pour l'intégration effective de cette nouvelle compétence dans vos quotidiens professionnels. Toujours aux nouvelles du pays, dans le cadre des préparatifs des festivités du 27 juin, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, hausse le ton et adhère à l'unanimité dans l'engagement citoyen en validant son plan communal sur l'insalubrité, l'insécurité publique et l'acte citoyen. Une journée qui fut notamment marquée par l'enthousiasme et la joie des participants, constitués des élus locaux, des représentants des organisations de la société civile, des parlementaires, fort convaincus de l'importance de cet rassemblement autour des valeurs patriotiques et des décisions illustrant l'engagement citoyen. Au cours de son intervention, le président de la commune, Mohamed Hassan, a largement abordé le plan communal de Balbala et a exploré l'état des lieux de la commune de Balbala sans pour autant ignorer l'urgence d'intervenir en ce qui est de l'insalubrité, de l'insécurité publique et le désengagement de la population locale à se responsabiliser face aux nombreux fléaux les concernant, quitte à nuire à la santé et vie de tous.
Un atelier de consultation multipartite aligné les objectifs et résultats attendus du plan d'action triennal des associations s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Organisé par le consortium ONG PLE Institut IRICA, cet atelier s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales, sectorielles et des programmes de développement régional. Il a vu la participation des représentants des associations et des différents ministères sectoriels. Il s'agit là pour le consortium ONG PLE Institut IRICA, initiateur de ce programme, de mettre en place un cadre de consultation multipartite pour aligner les objectifs et résultats attendus du plan d'action avec les stratégies nationales et sectorielles. Au cours de cet atelier, une présentation sur les différents axes de renforcement des capacités des organisations de société civile a été faite par un des cadres de l'IRICA, et la cérémonie de cet atelier, qui va durer 4 jours, vise à présenter le plan d'action triennal des organisations de société civile, des composantes ainsi que le rôle d'une société civile organisée qui promeut un avenir meilleur et un développement socio-économique inclusif de notre population. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec l'armée BIAS et des éléments du détachement de la police nationale, la brigade de la gendarmerie de la région d'Ali Sabié ont intercepté à la frontière du Guélilé une importante quantité de marchandises de canne de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Au total, une centaine de colis de 100 paquets de canne chacun ont été saisis et mis en stock avant de soumettre ce colis à la procédure de destruction des marchandises de contrebande. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande. Et cette cargaison illicite a été estimée à une valeur financière de plus d'1 million de nos francs, était destinée à la vente par les agents de la douane. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence des responsables de la douane. En nouvelles du monde à présent, le président chilien Gabriel Boric a dévoilé samedi dernier lors d'un discours devant le Congrès national de Valparaiso que le Chili appuierait le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye. Et dans un discours de plus de 2h30, Boris a affirmé que cette décision était basée sur la Convention des Nations Unies sur le génocide, et cette annonce a suscité des réactions mitigées, certains députés de l'opposition ayant quitté la salle en signe de protestation. En plus de cette annonce, Boris a révélé qu'il présenterait un projet de loi sur l'avortement légal au Congrès d'ici la fin de l'année, confirmant ainsi une promesse de campagne. Il a également exprimé son opposition à toute exploitation commerciale de minéraux et d'hydrocarbures en Antarctique, soulignant que le Chili travaillerait avec les autres pays signataires du traité pour garantir le non-respect de cette norme. Par ailleurs, le président chilien a annoncé qu'il donnerait un caractère d'urgence à un projet d'approbation de l'euthanasie en attente au Congrès et que le Chili se porterait candidat à l'organisation des Jeux Olympiques en 2036. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.